L'éthique peut être entendue évidemment quand on interroge les dictionnaires à côté de la morale, et pour les dissocier, on peut élever l'éthique vers une science de la morale, mais ce dont il est question au quotidien, surtout dans la protection juridique des majeurs, c'est de l'éthique appliquée. Alors qu'est-ce que l'éthique appliquée? Cette formule de l'énergie de la délibération, ça permet de dire d'abord que si on doit délibérer, c'est qu'il y a une difficulté à résoudre. Une énergie d'abord, pourquoi? Parce que ce n'est pas seul qu'on va canaliser cette énergie de la délibération, c'est-à-dire trouver ensemble la solution. Il faut qu'on soit à plusieurs pour cheminer ensemble et découvrir à la question une solution, ou plus exactement, parfois, ça peut être simplement poser la bonne question au juge. Car le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un auxiliaire de justice, il est saisi par le juge, il a un mandat et il doit revenir vers le directeur du mandat à chaque fois qu'il y a une difficulté. Je pense à l'article 459-2 alinéa 3, quand il faut statuer sur l'entourage d'une personne qui est sous emprise ou sur son logement lorsqu'elle refuse d'aller dans un établissement collectif. L'énergie de la délibération, c'est pour montrer que face à une difficulté, il va falloir convoquer toutes sortes d'éléments. Des éléments relatifs à la personne, mais aussi des éléments relatifs à son environnement. Et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut ne pas avoir toutes les données. Certaines peuvent lui échapper, tout simplement parce que la mesure l'oblige à respecter le respect de la vie privée, à respecter l'intimité de la vie privée. Donc la question de la famille, la question du médecin, il n'y a pas que des questions dramatiques, mais situation de fin de vie, des refus de se faire hospitaliser, des refus de se faire opérer. Il n'y a pas si longtemps, pendant la période de la pandémie, il y avait des refus de vaccination. Donc c'est ici que dans un cheminement éthique, on va interroger l'intérêt particulier et l'intérêt général. Quand on a une maladie qui est contagieuse, l'intérêt général doit être pris en considération. Donc en fait, prendre du temps pour travailler ensemble, c'est aussi mettre sur la table, dans le débat, tous les intérêts, et pas seulement l'intérêt de la personne protégée. Alors on le fait en effet quand tout seul, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'a pas de solution. On le faisait autrefois déjà lorsque on devait donner une autorisation pour le mariage. Alors ce n'est plus nécessaire depuis le 25 mars 2019. Mais comment un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a-t-il pu donner une autorisation de se marier entre le 1er janvier 2009 et le 25 mars 2019. C'était pas lui tout seul qui regardait le dossier, qui disait, bah voilà, je donne mon autorisation, je la donne pas. Non, on doit la justifier, on doit la tracer. Quand on a un pouvoir et qu'on l'exerce bien, il faudra rendre compte demain devant le juge, par écrit, plus tard devant les héritiers, comment on a exercé ce pouvoir. Et sur des questions si difficiles que cela, sur les mots qu'il va falloir retenir pour tracer cette délibération, il faut bien évidemment avoir pensé à tout, ou du moins avoir pu évoquer toutes les données qui étaient dans le débat de manière prévisible au regard finalement de tous les acteurs qui étaient autour de l'intéressé, sans oublier l'intéressé lui-même. Il y a un véritable paradoxe, c'est vrai, dans cet article 415 du Code civil qu'il faut relire parce que c'est un texte programme, c'est un texte préambule qui comprend les 100 articles de la législation qui sont dans le Code civil et même au-delà, dans le Code de l'action sociale et des familles. Quand dans une même phrase, on vous dit qu'il faut sauvegarder l'autonomie de la personne et en même temps prendre des décisions dans son intérêt, vous avez ici un équilibre à trouver entre l'intérêt et la volonté. Quand on ne relève pas d'une mesure de protection juridique, chacun d'entre nous, eh bien qu'est-ce qu'on fait? À chaque moment de la vie, on se pose la question entre ce que j'ai envie et ce qui est raisonnable. On a cette délibération-là. Par l'altération des facultés personnelles qui est médicalement constatée, c'est l'exigence de l'article 425 du Code civil, et aujourd'hui, il n'y a plus de mesure de protection juridique si ce n'est plus nécessaire d'un point de vue médical. C'est nouveau depuis le 1er janvier 2009. Il y a encore des pays, et pas si loin que nous, comme à Monaco, où, en cas de prodigalité, de risque de surendettement, on relève d'une curatelle. En France, le problème est seulement d'ordre médical, altération des facultés personnelles, d'ordre médical, d'ordre mental ou physique lorsqu'on ne peut pas exprimer sa volonté. C'est ici que quelqu'un entre dans la vie de l'intéressé pour protéger ses biens
et sa personne. Quand il s'agissait seulement de protéger les biens, on pouvait être simplement dans la recherche de l'intérêt d'une manière désincarnée. À partir du moment où on a réintroduit la protection de la personne, mais dans un cadre juridique extrêmement gradué, on est obligé de composer avec l'intéressé. Et donc on est obligé de composer, pour sauvegarder l'autonomie, avec l'autodétermination. C'est l'individualisation de la mesure. On n'exerce pas une curatelle ou une tutelle, un mandat curatellaire ou tutélaire, de la même manière avec Paul, Jacques ou Virginie. Donc l'équilibre, il est à trouver ici. Mais autrefois, il y avait un équilibre à trouver entre le médical, le judiciaire et le familial. Comme on est dans une société refermée sur l'individu, beaucoup plus individualiste, eh bien on est sur un équilibre refermé entre l'autodétermination et un pouvoir habilité par le juge qui doit justifier des décisions qu'elle prend avec ou pour l'intéressé. Donc cet équilibre peut vous paraître un paradoxe, en réalité c'est une garantie que la mesure est efficace. Alors le métier, la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, récemment créée par la loi du 5 mars 2007, depuis le 1er janvier 2009, c'est un métier qui est encore mal connu. Et la manière même dont on les nomme montre qu'ils sont mal connus. On ne peut pas dire seulement mandataire, ça ne veut rien dire. On ne peut pas seulement dire mandataire judiciaire, ça ne veut rien dire. Des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ce sont des professionnels désignés par le juge à la place des familles pour être en situation de protéger les biens, les intérêts patrimoniaux et la personne. Et aujourd'hui, la protection de la personne guide la protection des biens. Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c'est celui qui va concentrer, tel un chef d'orchestre qui lit une partition, première voix la loi, deuxième voix le juge, c'est celui qui va faire jouer un orchestre, c'est-à-dire tous celles et ceux qui gravitent autour de l'intéressé pour faire en sorte que ses intérêts soient respectés. Ce métier exige de nombreuses compétences. Et on peut avoir une formation initiale de travailleurs sociaux, mais de juristes, de psychologues, peu importe. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir de l'empathie et avoir l'expérience de la vie et ne pas mettre ses propres représentations au début lorsque surgit la difficulté. Pourquoi c'est un métier extrêmement difficile? Tout simplement parce que la protection de la personne mobilise beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et on l'a vu ce matin dans toutes les questions qu'il y avait sur le syndrome du Diogène, sur la question de la recherche de la volonté, sur la recherche du consentement à un acte médical. Ça prend beaucoup de temps, la protection de la personne. La protection des biens paraît moins intéressante au sens où elle peut être faite en décalage de la personne. Mais c'est pas toujours vrai. En tout cas, les interlocuteurs sont différents. Ce métier est aujourd'hui reconnu puisque une licence professionnelle porte ce nom. Est-ce suffisant? Peut-être pas. Ça a beaucoup été discuté, y compris à l'université. Lorsque j'ai choisi qu'à Caen, il y aurait une licence professionnelle mandataire judiciaire à la protection des majeurs, je n'ai pas renoncé à ce qu'il y ait encore un master droit civil protection des personnes vulnérables. Car il doit y avoir dans les services, et chacun, dans l'exercice de sa profession, peut avoir besoin d'un complément de formation monté en compétences pour gagner en autonomie, en responsabilité face aux banques, face aux acteurs de la vie sociale, pour être apte à défendre véritablement les droits contre des institutions qui, devant la masse de travail, peuvent empêcher les plus vulnérables d'être correctement traités. Alors, quand on parle de responsabilité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, est-ce que c'est de la responsabilité au sens disciplinaire? Est-ce que c'est de la responsabilité au sens moral? Est-ce que c'est de la responsabilité pour donner de la perspective et du sens à l'exercice d'un pouvoir qui est difficile? Pour un juriste, la responsabilité, elle est dans le droit civil ou dans le droit pénal. Clairement, s'il y a des mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui sont malhonnêtes, ils doivent être poursuivis. Il y a dans tous les métiers des moutons noirs, il faut les chasser. Quant à la responsabilité civile, depuis 2009, elle est quand même extrêmement, rarement
mise en œuvre. Ils sont plus proches d'une obligation de moyens que de résultats. Le nombre de paramètres à combiner pour s'assurer que la décision convient à l'intéressé est difficile, tout simplement parce qu'on leur demande l'impossible de faire selon les préférences de l'intéressé. Et à partir du moment où on met de l'autodétermination, à partir du moment où on met du respect des préférences, c'est qu'on accepte que certaines décisions ne nous conviendraient pas à titre personnel. Et c'est là la difficulté du métier, c'est que un bon cheminement pour A n'est pas un bon cheminement pour B. Et tant qu'on n'a pas remis la décision dans le contexte de sa délibération, on est hors de propos. Il n'y a pas non plus de si nombreuses décisions, il y en a une vingtaine, mais sur cette vingtaine de décisions, il ne faut pas non plus faire peur aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Voilà, c'est un métier qui est véritablement enthousiasmant, un métier extrêmement difficile. La charge mentale, on l'a dit ce matin, est importante. Pour rassurer ensuite les profanes, les usagers, toutes celles et ceux qui doivent un jour les rencontrer ou travailler avec eux, il existe des contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle à bien lire pour véritablement savoir quels sont les risques qui sont couverts. Alors j'ai entendu ce matin, du fait de ma présence sans doute, qui a pu irriter toutes celles et tous ceux qui n'ont pas une formation juridique, que la place du droit était trop importante dans les questions qui m'étaient posées, auxquelles j'apportais des réponses. Le cadre juridique est fondamental pour sécuriser la prise de décision. D'abord, il nous dit qui est l'organe responsable, qui est l'organe compétent, qui est l'organe responsable. Dans l'article 415 du Code civil, quand on dit que l'intérêt du majeur protégé doit toujours être sauvegardé, mais qui, en dernier lieu, est juge de cet intérêt, c'est le juge. C'est le juge de l'ordre judiciaire, ce juge qui est gardien des libertés individuelles selon l'article 66 de la Constitution. C'est un juge des tutelles des majeurs, une fonction qui est exercée par les juges des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020. Évidemment, on ne saisit pas le juge pour tout et n'importe quoi. Donc au quotidien, sur des questions moins délicates, sans doute, c'est le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui va être en charge de cet intérêt, en charge peut-être de cette délibération. Et c'est là qu'il faut véritablement dissocier les mesures d'assistance des mesures de représentation. Dans une mesure d'assistance, l'intéressé est là. Il va co-décider pour lui-même. Et c'est véritablement le cadre idéal pour la protection de la personne. Même si on est en tutelle, on peut encore, et bien heureusement, ça a été dit à l'article 459, prendre seul des décisions. Si la décision est un peu compliquée, on évoquait un syndrome de Diogène, si la décision est un peu compliquée, véritablement sans issue, il y aura un processus de délibération qui va convoquer son mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autour duquel il y aura des acteurs. Il faut que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs parvienne à trouver une solution consensuelle avec l'intéressé. S'ils y parviennent ensemble, c'est parfait. Ils coporteront la décision, et l'intéressé et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En revanche, si on est dans une mesure de représentation, c'est souvent le cas pour les biens. Mais pour la personne, cela ne relève que de sujets qui ne peuvent plus s'exprimer. C'est ici que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs va, en effet, porter à la fin cette appréciation de l'intérêt. À moins que la loi l'ait obligé à rechercher l'autorisation du juge. Ce qui est le cas, par exemple, s'il s'agit de porter atteinte à l'intérêt de la vie privée, nous dit l'article 459 alinéa 3. Là, même s'il n'y a pas de difficulté, il n'y a que le juge en dernier lieu qui doit statuer sur ordonnance. Oui, il est difficile, vous voyez, de ne pas dire que le droit ne compte pas, puisque le droit ne nous donne pas qu'un seul cadre juridique. Il y a un cadre juridique qui va varier selon la gravité de la décision. Mais sincèrement, si je vous disais le contraire, si je vous disais qu'il n'y avait qu'une seule procédure, que c'était la même, qu'il s'agisse d'avoir des difficultés de choisir la couleur pour s'habiller ou le régime de sa fin de vie, vous me diriez que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas raisonnable. Donc oui, le droit des majeurs protégés s'est considérablement étoffé, tout simplement parce que dans notre vie d'adulte, on n'a pas tous les mêmes vies
Et dans notre vie de majeur protégé, c'est aussi le cas. Alors la recherche dans la protection juridique des majeurs, elle est fondamentale parce qu'en fait les chercheurs sont là pour lier finalement tous les ingrédients de la protection juridique des majeurs. Il y a les textes, il y a la jurisprudence et il y a les pratiques. Et un professeur de droit doit être sur le terrain. Il doit être en communication avec les acteurs de terrain pour voir leurs difficultés, voir comment ils rédigent leurs requêtes, voir comment les décisions sont motivées. Faire de la recherche, c'est lier tout cela, c'est interroger tout cela et puis avoir des repères. Dire que parfois, les textes s'imposent à nous. Il y a eu un arbitrage par le législateur et on ne peut pas prendre la décision. Quand la loi nous dit qu'on ne peut pas circuler en automobile si on n'a pas de permis de conduire, c'est la loi qui le dit. On a beau être dans un cadre où on dit « Ah bah oui, mais c'est sa volonté de continuer à conduire malgré le retrait de son permis de conduire. Ah, on peut le faire d'une manière très sécurisée. » Ah non, quand la loi vous dit que c'est interdit, c'est interdit. Et c'est ici aussi que le professeur de droit a son utilité parce qu'il sera consulté au moment des débats devant le législateur. Il l'a déjà été dans la loi de 2007 et de grands professeurs de droit ont été véritablement les moteurs de la réforme. Le doyen Jean Carbonnier en 1968, le doyen Jean Hauser dans la loi du 5 mars 2007, tout simplement parce qu'ils avaient une visée, ils avaient un idéal et surtout ils avaient communiqué, entendu tous les acteurs, tous les intéressés depuis des décennies. Donc ils arrivaient à donner à peu de textes une cohérence. C'est ici que l'université a cette compétence, l'économie de la loi.